Alfredo Stranieri, on le surnommait le coucou, à cause de sa capacité à s'approprier le bien de ses victimes. Leur voiture, leur maison, leur lit, leurs vêtements, leur compte en banque. Le coucou, c'est bien connu, a la fâcheuse tendance à s'installer dans le nid des autres. Il recrutait ses victimes par petites annonces un peu au hasard, il leur volait leurs biens et leur vie, sans état d'âme et sans regret. Et quand on le soupçonnait, il inventait des histoires à dormir debout. Il a tué comme ça 4 personnes. Un seul a pu en réchapper, qui garde un souvenir glacé de sa rencontre avec Alfredo Stranieri. On est le 4 janvier 99 et ce matin, Simon Cohen a rendez-vous pour vendre sa voiture, une magnifique Jaguar. Il a trouvé un acheteur qui, au téléphone, n'a même pas cherché à négocier le prix. 390 000 francs, près de 60 000 euros. Il est toqué sans même avoir vu la voiture. L'homme lui a donné rendez-vous chez lui, à Viry-Châtillon, dans la banlieue sud de la région parisienne. Il lui a dit qu'il s'appelait Frédéric Adman et qu'il était propriétaire d'un restaurant boîte de nuit. À première vue, la discothèque ne paye pas de mine. D'emblée, l'acheteur, dont on apprendra plus tard qu'il ne s'appelle pas Frédéric Adman, mais Alfredo Stranieri, explique qu'il attend un chèque certifié pour payer la voiture, qu'on va le lui porter, et en attendant, il propose à Simon Cohen de visiter l'établissement. Arrivé dans la discothèque, il se lance alors dans une démonstration son et lumière pas très convaincante. Cohen est pressé, il le dit à son acheteur, qui coupe brusquement la musique et la lumière. Dans la pénombre, Simon Cohen devine la forme d'un fusil. L'acheteur brandit une arme et ne prononce que 2 mots. Bon, allez. Bon, allez. En vous pointant du fusil. Tout à fait. En armant le chien et en disant bon, allez, il tire la première balle. Il tire une balle. Qui vous atteint? Directement dans le poumon. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas s'il n'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, je comprends pas ce qui se passe. Je mets juste ma main sur mon poumon puisque j'ai senti une brûlure me transpercer. Et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites? Et je le vois réarmé. Et c'est lorsque je le vois réarmé que je commence à comprendre que je suis dans un guet-apens, quoi. Je suis dans un... Et il tire une deuxième fois. Je prends encore la balle. Et là, je commence à me retourner. Je prends la balle à côté, dans les côtes. Et là, je me retourne et, pour partir en courant par les escaliers d'où je suis descendu. Et je reçois d'autres projectiles par derrière. Dans le dos? Oui, je reçois 2 autres balles dans le dos et une balle dans le bras. 5 balles au total, hein? Oui, tout à fait. Et vous arrivez à marcher Je sais pas, l'esprit de survivre. Vous arrivez à vous enfuir? Ouais. Simon Cohen tente de s'échapper. Il grimpe 4 à 4 les escaliers qui mènent à l'étage, il traverse la cuisine, il cherche une issue menant à l'extérieur. Mais quand il veut sortir, Alfredo Stranieri, alias Frédéric Adman, l'attend déjà de l'autre côté. Paniqué, Simon Cohen bloque alors la porte avec son pied. Il attend, il n'entend plus de bruit. Il ouvre la porte, la voie est libre. À bout de force, il court et dans un dernier élan, il se précipite vers le jardin du voisin. Et là, à ce moment-là, j'escalade un premier mur plein de barbelés. Je sais pas comment j'ai fait. Avec 5 balles dans le corps, hein? Ouais, je sais pas. Lors de la reconstitution, lorsque j'ai vu ça, j'y croyais pas, quoi. Vous avez cette force-là de survie, quoi. À ce moment-là, c'est plus fort que tout, quoi. Et vous vous retrouvez où, là? Et là, je tombe chez le voisin, chez les gens qui ont appelé les secours. À partir de ce moment-là, vous êtes sauvé? Pas tout à fait encore. Il est venu devant leur maison et il s'est permis de leur dire... Il avait un téléphone portable à l'oreille et il se permet de leur dire retenez-le, c'est un voleur. Ce monsieur n'avait rien à faire chez moi et je l'ai invité à sortir et monsieur Stranieri est arrivé en me disant que c'était un voleur et monsieur Cohen me disait qu'il y avait tiré dessus et donc c'était deux sujets à traiter rapidement pour savoir quel était le vrai.
Le voisin appelle la police. Mais entre-temps, Stranieri a pris la fuite. Simon Cohen est emmené par le SAMU. Arrivé à l'hôpital, il tombe dans le coma. Sitôt alerté, Jean Chauveau, inspecteur au commissariat de Juvisy et son équipe, se rendent sur place pour les premières constatations. L'endroit est désert et pas de traces du propriétaire. Les policiers fouillent la discothèque. Quand on rentre dans cette boîte de nuit, effectivement, bon, tout était éteint. Donc on a cherché, on a réussi à allumer une petite lampe centrale très tamisée qui éclairait vraiment le centre de la piste de danse, et la luminosité était très faible. Et c'est là que les gardiens de la paix me disent aussi qu'ils avaient remarqué la présence d'une arme, donc une carabine 22 long rifle. Une arme, c'est déjà ça. La police ne pousse pas plus loin les investigations. Ou plutôt si, les policiers sont surtout intrigués par la fameuse Jaguar, toujours garée, devant la discothèque. Bon, il est évident qu'on s'interroge, on fait l'historique au fichier des cartes grises. Pourquoi M. Cohen était venu avec cette Jaguar? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas à son nom? Donc on s'est dit, ça a peut-être un lien avec les faits dont il a été lui-même victime d'ailleurs. Et on pouvait penser qu'il y avait derrière ça peut-être une histoire de trafic de voitures, pourquoi pas? Parce que des voitures de marques prestigieuses comme ça, bien évidemment, ça peut faire l'objet d'un trafic de voitures. En fait, il se demande qui est ce jeune homme qui revend une Jaguar qui n'est pas en règle et qui se fait tirer dessus. Aurait-il quelque chose à se reprocher? Le dossier va établir que Simon Cohen, n'a pas de casier, ce qui est tout à fait évident, mais qu'en plus c'est un petit commerçant tout à fait sympathique, travaillant avec son épouse dans la vente de vêtements pour enfants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est, j'allais dire, sur le plan de la citoyenneté, impeccable. Dès qu'il sort du coma, Simon Cohen est interrogé sur son lit d'hôpital. Il y a un moment dans l'enquête où on ne vous croit pas. Il y a un moment où les policiers ne vous croient pas, Simon Cohen, et ils ne vous croient pas d'abord parce que cette fameuse Jaguar, elle n'est pas à votre nom. Tout à fait. Très très vite, je me suis rendu compte que j'ai fait une folie, quoi. J'ai acheté une voiture exorbitante et j'en avais pas du tout l'usage. Donc je me suis dit, pour ce style de voiture, avec le nombre de chevaux qu'elle a, la carte grise coûtait aussi un prix très... Voilà, c'est vraiment excessif. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je sais qu'on a 30 jours pour changer la carte grise, donc je n'y touche pas, et je la revends en refilant la même carte grise à la personne. Et cette personne-là changera l'immatriculation, et au lieu d'avoir un enchaînement de 2 cartes grises, ça me faisait gagner déjà la somme de la carte grise, tout simplement. Et ils l'ont vite compris. Pour la fusillade, aucune explication rationnelle, sauf peut-être une hypothèse secrète. M. Cohen avait eu donc une liaison extra-conjugale et il a déclaré que pour lui, c'était le mari de sa maîtresse qui avait payé, commandité, donc en l'occurrence ce sera Stranieri, pour le tuer. Donc c'est vrai que ça paraissait trop gros. Le mari trompé, c'est une fausse piste. Le mystère s'épaissit. Du coup, puisque vous n'avez pas d'explication, je suppose que vous envisagez que ça peut recommencer. Oui, tout à fait. Je me sentais plus du tout en sécurité. Et j'ai quitté le territoire français d'ailleurs. Et je me suis réfugié à l'étranger. Je me suis dit, mes proches et moi-même, on s'est dit que tant qu'il y aurait cette personne en liberté, je ne pourrais pas être en sécurité, quoi. Donc je ne vivais plus, quoi. J'étais dans une crainte totale. Tous les jours, c'était une appréhension. Quand j'ouvrais un placard, je voyais sa tête. Quand j'ouvrais une porte, je voyais sa tête. C'était...
La discothèque Le New Love n'a pas très bonne réputation. Et après vérification, son nouveau propriétaire, qui s'appelle Alfredo Stranieri, n'est pas inconnu des services de police. Il apparaît sur les fichiers pour escroquerie. Au fichier police, il ne ressortait pas avec un palmarès très important. Nous avions confirmation qu'il avait été impliqué donc 2 ans auparavant et mis en examen dans une histoire de trafic de voitures. Donc c'est vrai que bon, on pouvait vraiment se polariser sur cet aspect-là. La police se met donc à la recherche de ce Stranieri. Son signalement et celui de sa voiture sont aussitôt diffusés. Les enquêteurs se rendent chez lui, dans ce pavillon de Soisy-sur-Seine. C'est sa femme qui ouvre la porte. Madame Stranieri, elle est plus que surprise, elle n'y croit pas. Elle ne pense pas que son mari puisse être impliqué dans des faits d'une tentative d'homicide. Je lui dis, bon, si d'ici demain, vous avez des nouvelles de votre mari, d'une manière ou d'une autre, hein, parce que bon, il a pris la fuite, mais je veux dire, il va bien aller quelque part. Donc si vous avez de ces nouvelles, je compte sur vous pour nous en faire part. Et là, bon, il était manifeste qu'elle acquiesçait et qu'elle acceptait totalement, je dirais, de coopérer avec nous. Le soir même, Alfredo Stranieri donne rendez-vous à sa femme sur un parking. Mais Madame Stranieri se garde bien de prévenir la police. Son mari lui donne une version totalement rocambolesque. Il lui explique que s'il a fait usage d'une arme sur un des individus, c'était pour se défendre. Et Madame Stranieri donne du crédit. Elle croit ce que lui raconte son mari. Elle me dit, mais oui, s'il me raconte ça, c'est que c'est vrai. Elle le croit et elle couvre sa fuite. C'est vrai qu'il n'aurait jamais fallu lui faire confiance. En lui mettant sans doute plus la pression, ça aurait peut-être changé les choses. Je ne sais pas, hein, mais bon. Maintenant, elle nous a bien grugés, elle nous a bien manipulés. Cela dit, pour ce commissariat en bordure de la Nationale 7, habitué aux échauffourées de la banlieue sud, cette affaire de fusillade est banale. Après tout, Simon Cohen est vivant. Stranieri est un petit escroc sans intérêt. Alors les mois passent sans que personne ne se mobilise. Sérieusement. C'est vrai que ça n'a pas abouti. Au final, ça n'a pas abouti. On n'a pas réussi à loger le Stranieri. Et surtout, il est parvenu à passer pendant des semaines, voire quelques mois, au travers les mailles quand même du filet. À ce moment-là de l'histoire, les enquêteurs ne s'en aperçoivent pas, mais en traitant cette affaire de coup de feu tiré contre Simon Cohen comme une banale affaire d'agression, ils passent à côté d'un très gros coup. Ils laissent filer un homme extrêmement dangereux. Les policiers dans un premier temps, les gendarmes dans un deuxième temps, ne prennent pas du tout la mesure du dossier qu'ils ont entre les mains. La fusillade à Viry-Châtillon n'a pas fait les gros titres de la presse. À peine quelques lignes à la page faits divers. Elle n'a pas passionné les foules, sauf 2 personnes. Claude Girard et sa femme. La discothèque du 44 boulevard d'Alsace-Lorraine, ils la connaissent bien. Ils savent que ça n'est pas la première fois qu'il s'y passe des choses bizarres. Ça fait 1 an que Claude Girard cherche désespérément sa fille, Nathalie. Elle habitait exactement au même endroit. À l'époque, son petit ami Frédéric Hagman était le propriétaire du restaurant discothèque Le New Love de Viry-Châtillon. Nathalie et Frédéric ont disparu, soudainement, en novembre 1997. Frédéric venait juste de trouver un acheteur pour son établissement. Une bonne affaire, l'acquéreur avait accepté le prix fort, sans même négocier. Le 10 novembre 1997, nous avons eu notre fille au téléphone. Elle nous a appelés ici à notre domicile pour nous dire « ça y est, nous avons trouvé un acheteur ». Hagman Frédéric signe les actes avec son acheteur, il n'y a pas de problème, moi j'ai fait l'inventaire, elle était toute heureuse. Et c'est la dernière fois que nous les avons eus tous les 2 au téléphone. À partir de novembre, on essaye de les contacter, et à chaque fois, personne ne répondait.
Noël, 1er de l'an, aucun appel, rien, silence total. Et quelques jours après, nous avons au téléphone le nouveau gérant. Il me dit s'appeler Stranieri. Il me dit qu'ils sont allés chez le notaire. Il me dit qu'ils ont signé les actes. Et il m'annonce que 3 jours après, Hannemann, ma fille et Hannemann sont partis avec leurs valises. Où? Pourquoi? Bien aimable, ce Stranieri, et même compatissant. Il va jusqu'à suggérer à M. Girard que Frédéric Hannemann a peut-être emmené Nathalie à l'étranger. Il se trouve que Claude Girard n'apprécie pas beaucoup le compagnon de sa fille. Ma première idée, c'était de dire, Hannemann, sachant que j'ai pas d'accord sur cette liaison, a convaincu ma fille, puisque c'est vendu, d'aller prendre l'air quelque part, de couper, etc. Bon, c'était ma première hypothèse. Et les soupçons de Claude Girard sur Frédéric Hannemann se renforcent encore plus à la lecture du relevé de compte bancaire de sa fille. Au mois de décembre, le compte bancaire de ma fille a été vidé. Et il a été vidé au profit d'Hannemann. Alors, question supplémentaire. Qu'a fait Hannemann pour que ma fille généreuse vide son compte et au profit d'Hannemann? Mais ce qui est étrange, c'est que Frédéric Hannemann a également vidé son propre compte et fait un chèque en bois à l'un de ses associés. Ça ne lui ressemble pas. Claude Girard, de plus en plus inquiet, se rend au commissariat de Juvisy-sur-Orge. Le planton m'a entendu, je dis bien le planton. Et je lui ai expliqué mon cas en lui disant « Je souhaiterais déposer une recherche dans l'intérêt des familles. Ma fille a disparu, il y a des faits anormaux. » Bon. On m'a remis un imprimé en double exemplaire. On m'a mis dans un bureau où il n'y avait personne. On m'a prêté un stylo. J'ai rempli les imprimés. Je les ai remis en planton. C'est tout ce qui s'est passé. Votre fille est saine d'esprit, elle est adulte, fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de délit, donc s'il n'y a pas de délit, on ne cherche pas. À partir de février, début mars 98, je sais qu'il faudra que je me débrouille tout seul. Maintenant, les Girard sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à leur fille. Ils décident de mener leur propre enquête avec les moyens du bord. Nous retournons à Viry-Châtillon avec mon épouse, notre caravane. Nous campons dans le terrain de camping de Villiers-sur-Orge. C'est l'hiver, il pleut, on s'embourbe et on guette Stranieri. On attend qu'il arrive tous les deux. Ils nous racontent toujours la même salade. Moi, je sais pas. Ils appellent pas. Je reçois pas de courrier. Il est gêné d'en parler. On le voit vraiment qu'il essaye de passer à autre chose, jusqu'au moment où il dit « écoutez, moi, je ne sais pas plus. C'est vos affaires. Moi, ils sont partis. J'ai acheté. J'ai acheté. Je suis le nouveau gérant. » Le nouveau gérant Stranieri n'est pas très loquace, mais Claude Girard est obstiné et Stranieri finit par distiller au compte-gouttes des nouvelles de Nathalie. « Je l'ai vue, dit-il un jour. Elle va bien. Elle est enceinte. » Notre fille enceinte et qui contacterait pas ses parents, ça ne colle pas. Donc, il y a un drame, il y a un délit, quelque chose qui l'oblige à se taire. Pourquoi? Elle n'est pas séquestrée. Puisqu'il me dit, ils sont arrivés en taxi, ils sont partis en taxi. Et il me dit, ils devaient partir pour Marseille, un train vers 9h. Je vérifie, il n'y avait pas de train pour Marseille à 9h ce jour-là. Ça ne colle pas. Qui ment? Quelques mois plus tard, Stranieri prétend avoir du nouveau. Nathalie Girard, déprimée, lui aurait téléphoné pour lui réclamer 200 000 francs, plus de 30 000 €. Fous d'inquiétude, les Girard rassemblent leurs économies et reprennent la route de Viry-Châtillon avec leur caravane, convaincus que la dernière histoire de Stranieri ne tient pas. Et je réfléchis. Et c'est pas possible. Ma fille, enceinte, désespérée, qui a 85 000 francs sur des comptes d'épargne qui sont restés inactifs depuis novembre 80. Personne n'y a touché, il n'y a aucun retrait.
Elle a besoin d'argent et elle ne vide pas ses comptes d'épargne. Je dis, ça colle pas. Je sais, en arrivant à Viry-Châtillon, ça colle pas. C'est pas vrai. Cette histoire est fausse. Peu à peu, les Girard se mettent à soupçonner Alfredo Stranieri. Entêté, le père de Nathalie continue ses recherches et consigne tout dans des cahiers d'écoliers. Il retourne sans cesse dans le quartier de la discothèque. En fait, il va faire le boulot d'un flic. Et quand je dis flic, c'est pas péjoratif du tout. C'est qu'il va vraiment et véritablement mener une enquête. Il va rencontrer, je dirais presque harceler, tous les gens qui étaient proches de Stranieri, tous les gens qui fréquentaient ou susceptibles de fréquenter ou en relation la discothèque à Viry-Châtillon. Je planque. Je planque à pied, en voiture, la nuit, le soir, pour voir qui vient, qui rentre. Il n'y a pas d'activité, il n'y a personne dans le restaurant. En fin de semaine, la discothèque est ouverte. Il y a 3, 4, 5 voitures, il n'y a rien. Ça cache quelque chose. Été 98, 10 mois ont passé. Toujours aucune nouvelle de Nathalie et Frédéric. Voyons que ça ne bouge pas. Je confectionne des avis de recherche avec 5000 francs de récompense. Et j'en placarde partout dans le quartier, y compris le portail de l'auberge, la porte d'entrée, j'en mets partout, j'en colle partout. Eh bien, Stranieri va à la gendarmerie et il va se plaindre. Et les gendarmes viennent dans le quartier, questionnent un ou deux voisins, récupèrent un avis de recherche. Mais on me prévient. On prévient, dites donc, les gendarmes, ils s'intéressent à vos décorations. Et je vais à la gendarmerie et je leur dis, c'est moi qui pose ça. Et là, j'ai entendu une phrase que j'oublierai jamais. Monsieur Girard, vous importunez, vous feriez mieux de rentrer chez vous. En janvier 99, lorsque Simon Cohen se fait tirer dessus au New Love, ça fait 1 an et demi que les Girard se battent pour retrouver leur fille. Et là, ils viennent d'apprendre que Stranieri a tiré sur un homme. C'est de mauvais augure. Ils se disent, c'est bon, maintenant, avec les éléments que nous avons en notre possession, qui ont déjà été portés à la connaissance des services de police, on va forcément faire quelque chose. Eh bien, pas du tout. Là, même à ce moment-là, rien. Monsieur et Madame Gérard ne vont pas être entendus. Certes, c'est le même commissariat qui traite les 2 affaires, mais dans 2 bureaux différents. Les policiers ne font pas le lien. Personne ne se souvient de ce père qui cherchait sa fille, boulevard d'Alsace-Lorraine. J'ai adressé une lettre au procureur de la République, une lettre désespérée. Monsieur le procureur, nous avons tout fait, nous avons cherché, nous avons enquêté. La gendarmerie et le commissariat sont informés. Faites quelque chose, aidez-nous. Est-ce que nous pouvons déposer plainte? La gendarmerie a des dossiers. Faites diligenter une enquête. J'attends encore la réponse. Cet homme à qui Claude Girard adresse son désespoir, c'est Laurent Davenas. À cette époque, il est procureur de la République à Ivry. Un jour, monsieur Girard vous écrit à vous, procureur de la République d'Ivry. Est-ce que vous vous souvenez de cette lettre? Non, je ne m'en souviens pas et je ne pense pas que cette lettre est d'ailleurs arrivée sur mon bureau puisqu'elle était libellée au nom du procureur de la République et non pas au nom de monsieur Davenas, procureur de la République. Donc pour qu'un courrier arrive sur mon bureau, il faut qu'il y ait mon nom sur l'enveloppe. À ce moment-là, il m'est remis. Donc il a dû arriver dans les services et mes services l'ont traité avec le commissariat de Viry-Châtillon. Et c'était quoi la tendance à l'époque lorsqu'on s'intéressait à... D'après vous, comment les policiers ont pu réagir, même si... en fait, on n'en sait rien, mais comment ils ont pu réagir, compte tenu des habitudes? D'une façon sans doute un peu trop administrative ou routinière. C'était une disparition, on attendait que les gens reviennent. Est-ce qu'on cherche au fond Stranieri à cette époque-là, franchement? Ça, je l'ignore, je l'ignore. Moi, j'ignore toute cette affaire. C'est pas d'une telle importance pour que le procureur de la République d'Ivry en soit informé par ses services. C'est juste l'histoire d'un type qui a tiré sur un autre, quoi.
C'est un type qui a tiré au cours de la remise d'une carte grise sur une transaction de Jaguar. Donc ça n'intéresse pas le procureur? Ça n'intéresse pas. Ça m'intéresse si on m'y intéresse. Mais si on m'y intéresse pas, je l'ignore. Des coups de feu de ce type, dans l'Essonne à l'époque, il devait y avoir 3 ou 4 par semaine. Donc si on se résume, le nom de Stranieri apparaît une première fois en novembre 1997, au moment où il achète cette boîte de nuit, le New Love, et où les anciens propriétaires disparaissent. Un peu plus d'1 an après, en janvier 1999, le même Stranieri est accusé dans cette même boîte de nuit d'avoir tiré sur Simon Cohen plusieurs balles de 22 longs rifles. Manifestement, ça n'a pas suffi pour qu'on lance les grands moyens pour retrouver ce Stranieri, jusqu'à ce qu'il se manifeste à nouveau. Loin de Viry-Châtillon, dans l'arrière-pays aveyronnais, Claude Mouly et Nicole Rousseau viennent enfin de trouver un acheteur pour leur auberge, la Bourriate, un établissement isolé et luxueux. Ils sont aux anges. L'homme a accepté de payer le prix fort sans négocier 4 millions de francs, un peu plus de 600 000 €. Et il a des références. D'ailleurs, Nicole Rousseau en a même parlé avec enthousiasme à son fils. Ce monsieur avait jusqu'à présent une discothèque, le Métropolis à Pont-d'Orly. Donc ça m'a tout de suite donné l'idée d'un établissement de qualité et puis sans doute de quelqu'un qui avait de l'argent. Donc elle me donne 2-3 petites informations très précises sur l'acheteur qui mettent en confiance. Le compromis de vente est signé le 12 avril 1999. L'acheteur dit s'appeler non pas Alfredo Stranieri, mais Mario Stranieri. Une semaine plus tard, Pascal Rousseau, fils de Nicole Rousseau, doit passer le week-end en Aveyron avec sa mère. Sur la route, comme d'habitude, il lui téléphone. Et là, surprise, je ne tombe pas sur ma mère, mais je tombe sur monsieur Stranieri, qui me dit... alors donc on se présente, c'est la première fois qu'on se parlait. Hein, donc moi j'avais dans l'idée d'un monsieur très bien qui était en train d'acheter la Bourriate. Donc je suis très poli avec ce monsieur, bien sûr, hein, je ne veux pas le froisser. Donc il me dit qu'en fait ma mère est partie le mardi précédent, qu'il les a emmenés à la gare de Figeac, je crois, à ce moment-là. Et qu'ils sont partis pour quelques jours. Alors là, très surpris, je lui dis mais je comprends pas parce que j'étais censé venir passer le week-end avec elle. Les semaines passent. De son côté, la fille de Claude Mouly, Corinne, s'inquiète elle aussi. Son père, dont elle est très proche, n'est pas venu comme prévu la chercher à l'aéroport et chez lui, depuis un mois, c'est un inconnu qui répond au téléphone. On s'est donné rendez-vous et papa n'a jamais raté un rendez-vous en 40 ans de mon existence. Et lorsque j'appelle pour lui dire à quelle heure j'arrive et qu'il vienne me chercher à l'aéroport, il n'est pas là, c'est Stranieri qui me répond et c'est pas normal. Avec Corinne Mouly, en l'occurrence, on se parle très tôt, hein, puisqu'on se parle quasi dès la première semaine. Ah bon, ils sont partis ensemble, que c'est que cette histoire bizarre, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Enfin bon, on n'avait peut-être pas le même niveau d'inquiétude parce qu'il y a une énorme différence, c'est que Corinne était au courant de la liaison de son père et moi je ne l'étais pas au départ. Donc pour moi, le fait qu'ils soient retournés avec ma mère et puis que bon, ils avaient profité de leur argent, c'était pas totalement aberrant. Pour Corinne, je pense que ça a été aberrant quasi dès le début. Depuis peu, le couple Claude Mouly et Nicole Rousseau est séparé. Et c'est même pour cette raison qu'ils vendent leur auberge. Alors pour Corinne, il n'est pas logique qu'ils soient partis ensemble, en train, sans prévenir personne. Ça ne tient pas debout, d'autant que son père déteste le train. Angoissée, Corinne Mouly décide alors de se rendre sur place, à la Bourriate. Et là, détail très troublant, elle s'aperçoit que son père a laissé sur place ses médicaments pour le cœur, dont il ne se sépare jamais. La vente de l'auberge n'est pas encore signée, et pourtant ce Mario Stranieri se comporte déjà comme un nouveau propriétaire. L'inquiétude des familles de Claude Mouly et Nicole Rousseau augmente, d'autant que Mario Stranieri ne cesse d'avancer de nouvelles explications à leur départ. Au fur et à mesure que j'ai très régulièrement M. Stranieri, qui était mon seul contact possible avec ma mère, puisque les portables ne fonctionnaient plus, là, il commence à m'expliquer qu'elle est partie en Suisse, donc ce n'était pas tout à fait par hasard, puisqu'évidemment, si elle avait une grosse somme d'argent, je pouvais m'imaginer qu'elle avait été mettre cet argent en Suisse. À chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était une toute petite partie de l'histoire, de façon à ce qu'on se fasse son histoire soi-même. Il m'a raconté qu'elle s'était fait de la chirurgie esthétique.
C'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on la voie, parce qu'elle avait des séquelles et qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. Moi, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone précédemment, c'est ce qu'il m'a redit au moment où on s'est vu. Des explications pour le moins étranges, d'autant que la date de la signature définitive de la vente de l'auberge est passée. C'était le 30 mai, et toujours pas de nouvelles du couple. Chacune de leur côté, les familles Mouly et Rousseau se rendent à la gendarmerie pour déposer une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Mais pour faire ouvrir une véritable enquête pour disparition, c'est comme toujours le parcours du combattant. J'appelle le procureur, il me dit non, il faut appeler les gendarmes à Paris. J'appelle les gendarmes à Paris, ils me disent non, il faut appeler les gendarmes à Capdenac, on tourne en rond. Et puis je me rappellerai toute ma vie, j'ai une robe blanche. Je m'assois sur le trottoir et puis je dis je bougerai pas. C'était Monsieur Perron à l'époque, je dis je bougerai pas. Et Monsieur Perron il dit partez, on peut rien faire. Je dis je m'en fous. Et puis alors il a eu pitié, il m'a fait rentrer puis il me dit on va tout recommencer au début, on peut rien faire d'autre pour vous et on va reprendre une plainte contre X. Finalement, début juin, 3 mois après la disparition du couple Mouly-Rousseau, les gendarmes de Capdenac se décident à entendre Mario Stranieri. Il tient toujours le même discours. Il les a accompagnés à la gare et a accepté de s'occuper de l'auberge en leur absence. Les gendarmes vont le contrôler, puis ils me disent Mario Stranieri, il est interdit de rien, c'est un honorable commerçant, on ne peut rien faire contre lui. Devant l'inertie des gendarmes, Corinne Mouly décide de surveiller elle-même Mario Stranieri. Elle s'installe en planque chez son père, dans la petite maison qui fait face à l'auberge. Elle a un mauvais pressentiment et elle se barricade, un fusil à portée de la main. Elle va vraiment vivre des jours très particuliers dans une espèce d'angoisse et en même temps de rage d'affronter celui qui génère cette angoisse et qui a certainement les réponses aux questions qu'elle se pose par rapport à son père. Elle s'est certainement mise en danger, clairement, Corinne, parce qu'elle a vécu un mois en face de lui, quoi. Donc, et elle était extrêmement gênante. Elle dérangeait Stranieri dans ses plans. De leur côté, les gendarmes découvrent de curieux documents et les soumettent à Pascal Rousseau. Quand on rencontre les gendarmes à ce moment-là, vers la fin du mois de juin, ils me montrent 2 lettres, soi-disant écrites par ma mère, des lettres qui étaient bourrées de fautes d'orthographe, donc ça ressemblait pas du tout à ma mère qui était greffier en chef dans un conseil de prud'homme, évidemment, elle savait écrire. La signature était à l'évidence évitée, donc à ce moment-là, je comprends que quelqu'un a envoyé 2 lettres au nom de ma mère pour dire je suis parti en mon âme et conscience, je donne tout pouvoir à M. Stranieri, enfin tout un tas de balivernes, soi-disant au nom de ma mère. Donc je comprends que quelqu'un a eu intérêt à faire ça et qu'évidemment il s'est passé quelque chose pour ma mère. Cette fois, les gendarmes aussi trouvent ça bizarre, d'autant qu'ils ont appris que le frère de Mario Stranieri, un certain Alfredo, est recherché par la police de la région parisienne pour avoir tiré sur Simon Cohen. Et que par ailleurs, le compromis de vente de l'auberge a été signé au nom d'Alfredo Stranieri et non pas de Mario. Le 7 juillet 1999, Mario Stranieri est donc convoqué à la gendarmerie de Capdenac et placé en garde à vue. On me demande d'aller assister une personne en garde à vue à la 20e heure, qui est donc le jeudi matin vers 8 h du matin, et on me donne le nom, Stranieri, le prénom Mario, et le motif de son interpellation, qui était simplement une histoire d'émission de chèques malgré une interdiction bancaire, donc un délit tout à fait mineur. Mais là, à la gendarmerie, surprise, au moment de l'identification, les empreintes digitales sont formelles. L'homme qui est face à eux, c'est Alfredo Stranieri lui-même, et pas son frère Mario. Avec l'arrestation d'Alfredo Stranieri, on va pouvoir enfin éclaircir, après 6 mois d'impasse, l'affaire des coups de feu tirés contre Simon Cohen. Transféré en région parisienne, Stranieri est entendu pour la première fois par le juge d'instruction d'Évry. Sur l'affaire Cohen, Alfredo Stranieri va expliquer qu'il était en état de légitime défense,
qu'il a été victime d'une agression de la part de M. Cohen et que, sentant cette agression au couteau, il va se saisir de sa carabine 22 long rifle et il va tirer sur M. Cohen. Et là, il ne va jamais changer de position sur les circonstances dans lesquelles il est amené à tirer sur M. Cohen. La version de Stranieri, la voici. Il était en train de remonter de sa discothèque quand il a aperçu 2 trafiquants de voitures. La fusillade a eu lieu dans la cuisine, pas dans la discothèque. Il dit que Cohen le menaçait d'un couteau et qu'il a tiré. Une seule fois. Alors, 6 mois après les premières visites infructueuses des policiers à la discothèque, les gendarmes d'Evry, désormais saisis de l'enquête, retournent au 44 boulevard d'Alsace-Lorraine pour une perquisition plus méticuleuse. On fait venir les pompiers, groupe électrogène, éclairage, on prend les moyens nécessaires et évidemment, on trouve 3 douilles au sous-sol, on trouve les traces du sang de Simon Cohen qui s'est appuyé à un poteau, qui a monté les escaliers, qui s'est arc-bouté contre une porte et là on trouve les traces de son sang puis de son pied contre le mur. Donc on arrive à retrouver le cheminement un peu de son trajet. Plus l'enquête avance, plus les gendarmes s'aperçoivent que les déclarations de Stranieri ne tiennent pas. Ils ont acquis la certitude, par exemple, que la fusillade a bien éclaté dans la boîte de nuit. Le témoignage du voisin contredit également Stranieri. Simon Cohen était le seul visiteur ce matin-là. Il n'a vu personne d'autre entrer dans la discothèque. Enfin, Stranieri dit n'avoir tiré qu'une seule fois, alors que Simon Cohen a été touché par plusieurs balles. Comment expliquer cette incohérence entre un individu qui soutient qu'il a tiré qu'une fois, et un autre dont on peut établir qu'il y a une balle qui lui est rentrée dans le corps de l'avant vers l'arrière et une autre de l'arrière vers l'avant. Alors la réponse de Stranieri, c'est que la balle a été tirée dans la cuisine et qu'elle aurait ricoché sur les casseroles. Voilà un peu dans la balance, quand on met la thèse de Simon Cohen et la thèse abracadabrante de Stranieri, il faut se rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'est que le menteur dans cette affaire, c'est Stranieri. Dans l'affaire Cohen, donc, peu ou pas de doute, les gendarmes et le juge d'instruction sont vite convaincus que Stranieri a bien voulu se débarrasser de Simon Cohen pour lui voler sa Jaguar. Reste maintenant à éclaircir l'éventuelle responsabilité de ce Stranieri dans l'affaire de la disparition des 2 propriétaires de l'auberge La Bourriate, dans l'Aveyron, et dans celle de l'ancien propriétaire de la boîte de nuit de Viry-Châtillon et de son amie Nathalie. Dans ces 2 dossiers, tout reste à faire. Dans l'enquête sur les disparitions de La Bourriate, toujours rien. Pour l'instant, aucune information judiciaire n'est ouverte. Stranieri, lui, nie toujours toute implication. Les gendarmes commencent malgré tout à fouiller les environs de l'auberge. Pour rien. Il y a 2 OPJ qui arrivent en civil, qui regardent dans le puits et tout. Je dis, mais pourquoi ils cherchent dans le puits? Je leur dis, papa, il se cache. D'ailleurs, je mets un mot dans la fontaine qui est à l'entrée et je mets, papa, les clés sont cachées là où tu sais, là où on les cachait quand on était jeune. En espérant, je me dis, papa, il se cache parce qu'il a compris que c'était un escroc, quoi. Je pensais que c'était un escroc, je pensais pas que c'était un assassin. Retour en région parisienne. Un journaliste du quotidien Le Parisien s'intéresse au cas Stranieri. Il décide d'aller gratter sur place. Je me suis dit, c'est quand même curieux, 2 disparitions dans l'Aveyron, des coups de feu dans l'Essonne. J'ai envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé le 4 janvier, puisque sur les coups de feu du 4 janvier, on n'avait pas été extrêmement curieux, il faut bien le reconnaître. Je vais à Viry-Châtillon, je traîne un peu autour de cette boîte de nuit qui ne paye pas de mine. Et je tombe sur le voisin. Il me dit, ah mais au fait, vous savez, c'est vraiment bizarre cette boîte de nuit parce que y a le propriétaire et sa copine qui ont également disparu. Et le père de la jeune fille les recherche activement depuis des mois. Il n'arrête pas de venir, il met des affichettes partout et il est très très inquiet. C'est à ce moment-là, quand j'ai cette information qui pour l'instant a été totalement inconnue de quiconque, je me dis, c'est quand même étonnant que la même personne, si près de cette même personne, Alfredo Stranieri, se passe finalement des choses qui se ressemblent beaucoup. Enfin, pour la première fois, quelqu'un fait le lien entre les 3 affaires. La fusillade contre Simon Cohen à Viry-Châtillon, la disparition de Nathalie Girard et de son ami Frédéric Adman,
et celle de Claude Mouly et Nicole Rousseau dans l'Aveyron. Le 13 juillet 1999, j'ai reçu un appel sur mon portable, c'est un journaliste. Et ce journaliste me dit que c'est lui qui m'apprend que Stranieri vient d'être arrêté dans l'Aveyron. Ah, ça y est, j'ai dit, je l'ai retrouvé. Je savais qu'il se produirait quelque chose. Et il me dit, voilà, dans l'Aveyron, c'est que les propriétaires d'une auberge ont disparu. Et là, j'ai compris. Le dernier espoir, infime, qu'on se fabrique, auquel on s'accroche pour dire, mais c'est pas possible. Ils sont quelque part. Cet espoir insensé qu'on a cultivé pendant 20 mois, là, à ce moment-là, tout s'écroule. Alors, sans illusion, Claude Girard et sa femme reprennent la route. Cette fois, direction l'auberge de la Bourriate. Ils veulent rencontrer les familles Mouly et Rousseau pour comparer leurs histoires. C'est le même schéma, la même histoire, les mêmes réflexions Stranieri, la même attitude, la même disparition. Et évidemment, les gendarmes de Cap-de-Nac n'ont pas pu faire autrement que se dire il y a un doute. Et c'est la première fois, en juillet 1999, que je vais à la gendarmerie et qu'on m'écoute et qu'on m'entend. Et d'une simple déclaration de renseignement, ça va durer 6 heures. Et là, évidemment, l'affaire prend une toute autre ampleur, puisque les gendarmes de l'Aveyron comprennent qu'ils ont affaire à une affaire extrêmement sérieuse, extrêmement suspecte, et ils vont vraiment s'acharner. Une information judiciaire est enfin ouverte au sujet des disparitions. Les gendarmes passent au peigne fin les étangs, les gorges et les bois de la région. Les familles, elles, comprennent qu'il n'y a plus beaucoup de chances de retrouver les disparus vivants. Peu de temps après la publication de l'article du Parisien, le juge décide de retirer l'affaire Cohen aux policiers de Juvisy et de la confier aux gendarmes d'Evry. Mais le dossier qu'ils reçoivent est terriblement mince. C'est un journaliste du quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, qui tout seul, hein, il n'a pas toute une brigade derrière lui, tout seul, fait le lien entre les 3 affaires. Pourquoi est-ce que lui, il y arrive, et vous qui êtes appuyé par toute une logistique, vous n'y êtes pas arrivé? Dans un premier temps, on n'était pas au courant de la disparition du couple Girard-Hannemann, ni de l'affaire Cohen, étant donné que ce sont les collègues de la police qui ont traité ce dossier. Nous n'étions pas au courant. Vous ne pouviez pas y arriver parce qu'il n'y avait pas de croisement d'informations. On ne pouvait pas y arriver, c'est question qu'on n'était pas au courant. Après, les croisements ont été faits. On a réuni les affaires. Nous sommes saisis, la brigade de recherche d'Evry est saisie autour du 15 juillet de l'affaire Cohen sur commission rogatoire. Et le 19 juillet, on nous demande de procéder à une enquête et des fouilles sur l'auberge de Viry-Châtillon. L'affaire Cohen, c'est Stranieri. Et l'affaire Girard-Hannemann, c'est Stranieri. Là, on fait le lien. Entre ces deux-là? Ces deux-là. Et après, on fait le lien avec Rodez. Mais vous faites tout ce lien-là après le journaliste, finalement? On fait le lien après le journaliste. On n'était pas au courant des dossiers. On n'était pas au courant de ces affaires. Donc le lien est fait après. Donc il y a bien une faiblesse dans le système. Une faiblesse qui n'a pas permis aux policiers et aux gendarmes de réunir à un moment donné ces 3 affaires pour être meilleurs que le journaliste. C'est pas question d'être meilleur que le journaliste. Comme je viens de le dire, on n'était pas au courant de ces affaires. On ne pouvait pas faire le lien. Sur le chemin du retour de la Bourriate, les Girard méditent ce qu'ils viennent d'apprendre. Ils savent désormais que leur fille Nathalie est probablement morte. Morte et enterrée. Un gendarme leur a dit que les assassins enterrent souvent leurs victimes et qu'ils les enterrent en général près du lieu de leur crime. C'est dans notre caravane, en pleine nuit avec mon épouse. Tout d'un coup, je lui ai dit, je sais où ils sont enterrés. Claude Girard a eu un flash. Il se souvient avoir vu, à Viry-Châtillon, dans le jardin, une bâche bleue et de la terre fraîchement retournée. Le 19 juillet 1999 au matin, il appelle les gendarmes d'Evry. Si vous n'y allez pas, c'est moi qui creuse. J'ai pris une pelle et une pioche que j'ai mis dans le coffre de ma voiture. Et c'est là que j'ai pris l'autoroute de Paris, pied au plancher.
Tout le long du chemin, je n'avais qu'une idée. Il ne faut pas que je me tue avant de les retrouver. Et quand je suis arrivé à Viry-Châtillon, que j'ai pris le boulevard Alsace-Lorraine, dès le bas du boulevard, vu le nombre de voitures bleues, de képis et de la foule qu'il y avait sur le pont, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'était passé. Et quand je suis rentré dans la courette du jardinet de l'auberge de Viry-Châtillon, il y a 3 hommes en civil qui ont voulu m'en empêcher. Et je me suis mis en colère. Et j'ai pris un soupirail et j'ai voulu assommer. On me l'a arraché des mains. Heureusement, c'était M. Davnas, procureur de la République. Parce que là, on était là, vous comprenez, pour découvrir les cadavres. Il y avait un procureur et 2 substituts. Mais on était le 19 juillet 99. Et je suis resté à genoux. Je suis resté à genoux près de la fosse. Et ils l'ont déterré sous mes yeux. Cet homme, au fond, dit que vous arrivez trop tard. Non. J'arrive quand il a su m'intéresser. Je veux dire, dès qu'il demande d'être reçu par moi. Je veux dire, à l'époque, je suis le procureur de la République. Monsieur Girard, c'est quelqu'un d'anonyme pour moi. J'ai quand même la conscience professionnelle de le recevoir. Il vous dit quoi? Ben, il me raconte cette histoire, qu'il est persuadé que sa fille, on va l'appeler son gendre, ont été assassinés par Stranieri. Et donc je m'intéresse, je lui demande des explications. Après, j'ai dû me renseigner dans les services, faire communiquer la procédure. Et à ce moment-là, je décide de traiter ça d'une façon judiciaire et non plus administrative, hypothèse de disparition. Comment il est, lui ? Je suppose que s'il arrive à déplacer... Il est douloureux, bouleversé, énervé, véhément, excessif, mais je le comprends. Il se bat il se bat depuis des mois et des mois avec le sentiment de n'être entendu par personne. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il était mon devoir à ce moment-là de le prendre en charge, et je l'ai pris en charge. Mais comment expliquer finalement qu'un homme ait compris les choses avant tout le monde et qu'il ne soit pas arrivé à vous faire passer, quand je dis vous, c'est vous, tout le système d'enquête, il ne soit pas arrivé à vous faire passer le message qu'il savait qui et avait... Monsieur, il l'a tellement bien fait passer qu'après l'avoir reçu... Mais trop tard, ou longtemps après. Je le reçois dès qu'il demande à être reçu, et dans les 2 jours qui suivent, sans doute, on va fouiller cette boîte de nuit, on découvre les cadavres. Je veux dire, ma réaction ne pouvait pas être plus rapide. Lui, il a l'impression qu'il s'est écoulé 20 mois entre le moment où il a su, lui, et le moment où on l'a creusé. Voilà. Parce que moi, j'ignorais aussi l'épisode de la Jaguar, enfin, des coups de feu. Donc c'est pour ça que je décide d'aller voir sur place et d'en avoir le cœur net. D'une certaine manière, il vous a convaincu. Parce qu'on ne déplace pas le procureur de la République d'Évry pour aller creuser dans un jardin comme ça, quoi. Mon intuition a fait que j'ai cru cet homme. En tous les cas, j'ai pensé qu'il fallait vérifier ce qu'il disait, qu'on ne pouvait pas en rester là. Et quand les portières du camion de l'Institut médico-légal se sont refermées, je me suis dit, j'ai fait mon devoir, je l'ai retrouvé. Et je l'avais retrouvé. Les gendarmes viennent donc de retrouver le corps de Nathalie Girard et Frédéric Hadman dans la cour du New Love. Stranieri va devoir s'expliquer. Mon adjudant, quand vous voyez Alfredo Stranieri pour la première fois, pour l'interroger sur la découverte que vous venez de faire de 2 corps à Viry-Châtillon, comment est-ce qu'il se comporte? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il nie. Il nie. Absolument. Absolument tout. Il nie tout. Il n'a rien à voir dans la découverte des corps. Ça fait 6 mois qu'il a quitté Viry-Châtillon. Pour lui, il se défausse sur les amis de Hadman, l'ancien propriétaire des lieux. Ah, c'est ce qu'il explique? C'est ce qu'il explique. Aller voir ses copains, aller voir ses amis. D'ailleurs, il y a des armes là-bas, donc dans l'auberge, il y a des armes, donc il se défausse là-dessus.
Et lui, il se comporte comment? Arrogant. Arrogant, parlant assez fort, refusant l'évidence, haussant le ton quand il voit qu'on arrive à le mettre en porte-à-faux. Incorrect avec les gendarmes? Non, pas incorrect. Pas Poli. incorrect. Poli? Poli, arrogant, mais poli, toujours poli. Le 20 juillet, tout s'accélère. Dans l'Aveyron, des fouilles commencent autour de l'auberge. Les gendarmes sont bien décidés à retrouver également les corps de Claude Mouly et Nicole Rousseau. Et cette fois, Alfredo Stranieri est emmené sur place. Pendant plusieurs heures, on va assister en fait à une espèce de scène surréaliste où Alfredo Stranieri en fait promène les gendarmes littéralement autour de cette maison, les emmène ici, là, au bout du jardin, ailleurs, dans les petits bois qui sont derrière. Il était très à l'aise, il semblait pas dominer la situation, mais à l'aise. Et les gendarmes, j'ai souvenir d'un gendarme le bousculant verbalement, mais il le regardait stoïque et puis il était impassible. Tout à coup, on a entendu un grand cri, stop, et là, c'est là qu'on a compris que la pelleteuse était tombée sur les corps. À quelques mètres à peine de la cuisine de l'auberge, 2 corps, cachés sous les feuillages, sont exhumés. L'autopsie a permis l'identification définitive des 2 cadavres retrouvés, c'est-à-dire Madame Rousseau et Monsieur Mouly. Elle fait également ressortir qu'ils sont morts de coups violents qui ont été portés à la tête. Alfredo Stranieri est emmené sous haute surveillance à la prison de Rodez. Alfredo Stranieri était déjà accusé d'avoir tenté d'assassiner Simon Cohen. Le voilà maintenant présenté à un juge d'instruction pour avoir enlevé, séquestré et tué Nathalie Girard, Frédéric Adman, Claude Mouly et Nicole Rousseau. Devant le palais de justice ce jour-là, l'attend le père de Nathalie Girard, dévasté par la douleur. Ordure! T'as tué ma fille! J'aurai ta peau! Ordure! Claude Girard a attendu toute la matinée l'arrivée d'Alfredo Stranieri pour laisser éclater sa colère. Suspect numéro 1 de l'assassinat de sa fille, Stranieri est convoqué par le juge pour être mis en examen. Il passera plus d'1 heure dans un bureau du 3e étage, une étape de pure procédure. Stranieri ne donnera aucune explication. Il va reconnaître avoir établi donc des faux documents relatifs aux cessions de parts, mais systématiquement. Et je me souviens que les 2 juges d'instruction lui ont posé souvent des questions très simples. Avez-vous tué Madame Rousseau? Avez-vous tué Monsieur Claude Mouly? Et systématiquement, la réponse était non. Non, je n'ai pas tué ces personnes. Et ces questions, on les retrouve souvent dans les interrogatoires et on retrouvera toujours la même réponse. Non, je n'ai pas tué ces personnes. Avec la découverte des corps, la véritable enquête commence enfin. Les juges d'instruction de Rodez et d'Évry veulent savoir qui est cet Alfredo Stranieri. Et là, évidemment, tout va venir. On va découvrir des tas de choses et on va découvrir que depuis longtemps, Stranieri a commencé à faire n'importe quoi. On va découvrir qu'il a monté une société qui n'existe pas, qu'il a faussement domicilié à un endroit, qu'il a fait faire des comptes bancaires dont il se sert parce qu'il ne peut pas apparaître sous sa véritable identité. C'est un escroc, parce que toute sa vie, il a fait des escroqueries. Et quand on voit son casier judiciaire, c'est toujours le fil d'Ariane, c'est l'escroquerie, vivre au détriment des autres, et bien vivre. Stranieri est un escroc depuis toujours, mais personne ne sait vraiment qui il est, même ses proches. La seule chose que j'ai su, c'est que mon frère avait manqué quelques affaires qui avaient mal tourné, qui n'avaient pas été jusqu'au bout et qu'il avait plus ou moins réussi. Donc d'une affaire, il passe à une autre et voilà, mais il retombait toujours sur ses pieds.
Ce qu'essayent de comprendre les enquêteurs, c'est comment ce fils d'immigré italien, né en 1956, a pu déraper. Comment Alfredo Stranieri est passé de la petite délinquance au crime de sang. C'est vrai qu'il a commencé, on va dire jeune, avec les copains, à faire des petites bêtises. Et puis ça a pris de l'ampleur sûrement. À l'âge de 14 ans, quand il s'est retrouvé en maison de correction, puisqu'on peut appeler ça comme ça, à l'époque c'était bien une maison de correction, c'est vrai que c'est une cassure par rapport à sa famille. En grandissant dans ce milieu, je parle de l'escroquerie, pour lui, on va dire que c'est naturel. Je me suis souvent demandé en fait si Stranieri n'était pas dans une espèce d'ivresse, de fuite en avant. C'est-à-dire que ça a marché une fois, ça va marcher une deuxième, ça va marcher une troisième. Est-ce qu'il pense vraiment à ce qui se passera à la 4e ou à la 5e? Je pense pas. Il est dans l'idée qu'il lui faut tout de suite. Et donc, tout est permis pour parvenir à ses fins. Je me dis qu'il y a un élément qui nous échappe et qui a fait qu'il s'est trouvé à un moment donné face à une situation qu'il n'a pas maîtrisée. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de devenir criminel, lui qui ne l'était pas. Dominique Rizet, parlez-nous de cet homme qui a démarré comme escroc et qui est devenu ensuite un tueur, Alfredo Stranieri. C'est un Italien, je suppose. C'est un fils d'immigrés italiens. Ses parents se sont installés en France en 1958. Son père est maçon. C'est quelqu'un qui travaille dur, même le dimanche. Sa mère élève ses enfants. Ils seront 7 enfants. Alfredo est le numéro 2. Alors, Stranieri, mauvaise scolarité, pas mal de bêtises à l'école. À 12-14 ans, il est plus souvent dans la rue qu'en cours. Et il vole des mobylettes, il vole des autoradios. Hein? Quand il a 14-15 ans, son père lui achète une mobylette, pensant sans doute que comme ça, il va arrêter d'en voler. Mais en fait, ça n'arrange rien. Et sa mère aura une jolie phrase en parlant de lui qui est notée dans le rapport d'enquête. Elle dira « Alfredo, c'est un enfant pas difficile à élever, mais qui mentait souvent. Il a les rêves d'un gosse de son âge et il rêve d'Amérique parce qu'à cette époque-là, l'Amérique, c'est la terre promise. Et un jour, il prend sa mobylette et il s'en va. Il part à Dieppe pour monter sur un bateau et s'en aller vers l'Amérique. Son père le récupère, ça se passe très mal. Il le ramène à Paris et là, la justice prend une mesure d'éloignement, c'est-à-dire que pendant 3 ans, le jeune Alfredo va se retrouver dans un foyer école à Grenoble où il va apprendre le métier de mécanicien ajusteur. Coupé de ses parents. Coupé de ses parents. Il va revenir ensuite en région parisienne, à Ris-Orangis, là où habite sa famille, et il va faire le mécano pendant 1 an. Et c'est là qu'il rencontre sa femme, Anne-Marie. Elle a 19 ans, elle a un enfant, et elle est serveuse dans un bar. Ils vont se marier, 3 enfants. Et c'est intéressant parce que ces enfants disent c'était le meilleur des pères, c'était un papa idéal, il nous a tous aimés, aussi bien le fils de sa femme que ses 3 enfants à lui, tous le décrivent comme un super papa. Ils n'ont rien senti venir. Ils n'ont rien senti venir et à cette époque-là, Stranieri, il est donc marié, il a 4 enfants, il va déménager, s'installer dans une maison et puis changer lui-même sa condition professionnelle. De mécano qu'il était, il va devenir directeur commercial dans une entreprise qui fait de l'intérim. Donc, tout va bien. Donc, rien ne laisse présager ce qui va se passer ensuite, quoi. Sauf que, patatras, dans cette entreprise d'intérim, il tombe amoureux de sa secrétaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Est-ce que l'un et l'autre vont se monter le bourrichon? En tout cas, ils se lancent, ils essaient de construire des entreprises et à chaque fois, c'est l'échec. Ça, ce rapport, et ce portrait de Stranieri, c'est ce qui va être présenté aux jurés de la cour d'assises. Voici venue l'heure du procès qui s'ouvre le 18 février 2003 devant la cour d'assises d'Évry. Les familles des victimes sont là. Elles attendent des aveux, car à ce jour, Stranieri a refusé d'endosser la responsabilité de ces assassinats. C'est vrai qu'au premier procès, en première instance, les familles ont vraiment cru qu'il allait en sortir quelque chose. Le procès a duré 15 jours, c'est quand même relativement long, donc il allait y avoir des choses qui allaient être dites. C'était obligé. Et puis finalement, pendant 15 jours, ça a été sarcasme, humiliation et un Stranieri qui n'a eu de cesse que de vouloir tout le temps avoir le dernier mot, rembarrer tout le monde, se montrant insolent. Ça a été terrible pour les familles. On s'est mis après lui pendant des heures pour essayer de le faire craquer sur le moindre détail. Et il répondait, mais ça, c'est votre interprétation. Ça, c'est vous qui le dites. Ou disant à monsieur l'avocat général, écoutez, vous,
À question bête, réponse bête. Il y a eu des moments où on éclatait de rire, et c'est tragique pendant une session d'assises d'éclater de rire. Moi, ça m'était jamais arrivé, mais c'était tellement énorme les réponses qu'il donnait aux questions du président qu'on ne pouvait pas s'empêcher de rire. Dans le box, Stranieri est exaspérant. Il est plein de morgue. C'est la chose qui m'a le plus frappé pendant ce procès, c'est ce côté glacé du personnage, ce côté totalement insensible aux faits qu'on évoquait dans la salle d'audience. Il n'y a pas de tremblement de lèvres, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de geste inconsidéré, il n'y a pas d'explosion. On peut sentir que non, il est froid. Son procès à Ivry a été très mal perçu. Il a fait voir une image de lui très distante, très insolent. Et je pense que ça, il n'en a pas eu conscience. Et il a donné une image très négative de lui, en fait. Nous intervenions pour le calmer et faire en sorte qu'il parle beaucoup moins. Parce qu'on avait le sentiment que plus il parlait, et plus il s'enfonçait, si vous voulez. La fin du procès approche. Ces 15 jours ont permis aux familles de comprendre enfin sa façon de procéder. Dans les 3 affaires, sa méthode est exactement la même. Stranieri, son outil de travail principal, c'était le particulier, les petits journaux. C'est là où il cherchait ses victimes. Il n'a pas d'idée préconçue, il ne sait pas s'il va acheter une voiture, un hôtel, une auberge, une boîte de nuit. Les débats nous apprennent, les débats puis ses auditions nous apprennent qu'en réalité, il a feuilleté des journaux de petites annonces et puis qu'à un moment donné, il est tombé sur une annonce qui, pour une raison ou pour une autre, lui a plu. Stranieri s'arrange toujours pour appâter ses victimes. Il offre un prix d'achat alléchant. Ce qui était anormal, c'était le prix. 2,8 millions de francs, sous forme d'une promesse de vente à 3 ans. Manifestement, le fonds et l'immeuble n'avaient pas cette valeur. Idem à la Bourriate. La Bourriate, c'est un établissement qui est très bien situé, très joli. C'est à la campagne, c'est charmant, mais ça ne vaut absolument pas le prix qu'on lui propose et qu'il accepte d'emblée, mais sans discuter un centime. C'était l'habileté suprême de ce soi-disant pigeon de faire croire qu'ils allaient récupérer tout ce qu'ils souhaitaient et qu'ils avaient enfin trouvé l'acquéreur, j'allais dire, introuvable. Et tellement introuvable qu'en réalité, c'était un dangereux personnage. Un dangereux personnage qui cultive un air bonhomme et chaleureux pour endormir la méfiance de ses victimes. Il a effectivement vécu avec eux, mangé avec eux tous les jours, dans une atmosphère extrêmement sympathique. Ma mère ne me disait que du bien de ce charmant monsieur. À chaque fois, Stranieri a usé de sa meilleure arme, le mensonge, pour continuer à faire vivre ses victimes longtemps après les avoir trucidées. Tout ça dans un seul but, vider les comptes en banque et s'approprier les biens des disparus. Il faut quand même savoir qu'il a tué ma mère et Claude dans la soirée du 12 avril, c'est maintenant clairement établi, et que la même nuit que le 13 au matin, il était installé dans la chambre de ma mère, en retirant ses affaires, mettant les affaires donc il a mis tout ça dans des cartons, plus tard, il les a mis dans une cave à pourrir, et il s'est installé avec toutes ses affaires dans sa chambre, le lendemain. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas la moindre humanité, la moindre émotion. C'est un monstre froid, mais totalement froid, quoi, sans aucun état d'âme. Il a été comparé à un oiseau, le coucou. Cet oiseau qui a besoin de s'approprier du nid des autres et qui jette tout ce qu'il y a dans le nid, à commencer par les œufs couvés dans ce nid-là. Et c'est vrai que Stranieri, c'est un peu un drôle de coucou, parce qu'il arrive quelque part, il décide que l'endroit lui plaît, il s'installe, il fait place nette, c'est tout. Je vois pas à qui d'autre profite le crime. Est-ce que pour autant ça en fait un coupable? Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, les affaires criminelles. Mais il y a cette question-là, il y a les autres éléments, et les uns mis bout à bout, ça constitue des charges, et puis un jour ça constitue des preuves, et enfin ça
assure l'intime conviction de ceux qui jugent. Et face à ça, l'avocat, à un moment donné, il sent que il ne peut pas soutenir quelque chose qui paraît insoutenable. Car derrière lui, Stranieri a aussi laissé, sans le savoir, des traces qui vont permettre de le confondre. La preuve la plus accablante, c'est l'arme. La 22 long rifle oubliée dans la discothèque après la fusillade contre Simon Cohen. Cohen, on sait bien qui l'a tiré dessus. Ça, il le reconnaît au moins. Et c'est la même arme qui a servi à tuer Frédéric Hanneman, Nathalie Girard, et qui a tiré sur Cohen. Comment se fait-il que Nathalie Girard et Frédéric Hanneman aient été tués avec un 22 long rifle qu'il avait acheté la veille sous une fausse identité? Et je lui ai posé la question s'il avait prêté à qui que ce soit ce fusil. Non. Alors si vous ne l'avez pas prêté, si vous êtes resté toujours sur place, Frédéric Hanneman et Nathalie Girard, ils ne se sont pas entretués tous les deux. Et ils ne se sont pas enterrés tout seuls. Cependant, à l'auberge de la Bourriate, on n'a retrouvé ni trace de sang significative, ni arme du crime. Il y a des questions qui resteront à jamais sans réponse, notamment sur l'arme du crime de la Bourriate. Manifestement, le petit marteau de cordonnier qui, dans un premier temps, avait été saisi par les gendarmes comme étant peut-être l'arme du crime, a été formellement exclu par les médecins légistes comme ayant pu provoquer les lésions constatées sur M. Mouly et sur Mme Rousseau. C'est là où il y a quand même une question qui demeure sans réponse. Est-ce qu'un homme seul a pu réaliser ces deux crimes et provoquer ces telles lésions? Et là, c'est véritablement une inconnue que se pose encore aujourd'hui l'avocat de la défense. Stranieri avait-il des complices? À la barre, ses proches et sa famille sont interrogés sans ménagement. Il y a cet homme qui n'a pratiquement aucune activité professionnelle, qui achète comme ça à tour de bras des maisons qui valent quand même une certaine somme, qui a des belles voitures, qui est capable d'emmener ses enfants, sa femme ou sa maîtresse en vacances, y compris très loin. Donc on se demande d'où vient cet argent. Et apparemment, l'entourage de Stranieri ne se pose pas toutes ces questions-là. Et visiblement, la justice non plus, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de poursuite à l'encontre des proches de Stranieri. Malgré les pressions, les incohérences, Stranieri reste inébranlable. Stranieri, encore une fois, est un garçon, je vais peut-être choquer, mais qui a des côtés très attachants, qui est certainement intelligent, qui jamais ne s'énerve, qui a toujours un discours qui reste cohérent, au moins avec ses avocats, face à l'invraisemblance, et qui affirme de façon constante son innocence, alors qu'on attire son attention sur le fait que ce discours-là, soit c'est l'acquittement, mais mon Dieu, il y a peu de chance, soit ils n'auront aucune raison de faire preuve de bienveillance à son égard. Donc en disant quelque part, c'est pas un bon calcul judiciaire. Et face à ce discours, il dit « mais je suis innocent ». Et que dire? Stranieri tente alors un ultime mensonge. Concernant les meurtres de l'Aveyron, il se met à parler d'un mystérieux Monsieur X qui aurait fait le coup. Il a expliqué que celui qui avait un intérêt dans l'opération de disparition des aubergistes, c'était peut-être Monsieur X. Il a vu donc Monsieur X prendre en voiture Madame Rousseau et Monsieur Mouly. Effectivement, le juge d'instruction va lui poser beaucoup de questions pour essayer d'identifier Monsieur X. Et Alfredo Stranieri va simplement avoir un système de défense extrêmement simple. Il va dire, pour l'instant, je connais Monsieur X, mais je ne vais pas vous dire qui c'est parce que je crains pour ma vie et pour la vie également des membres de ma famille. En fait, ce que tente Stranieri par cette ultime manœuvre, c'est de détourner l'attention vers un tueur qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, Jean-Marie von Matt, le tueur de Flavin. À un moment, donc, Dominique, Stranieri accuse un certain Monsieur X qu'il finira par nommer. Il s'agit d'un certain Jean-Marie von Matt. Qui c'est ce von Matt? Jean-Marie von Matt, c'est un homme qui a commis un triple meurtre
dans des conditions particulièrement sordides. En février 2000, la date est importante, février 2000, dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Flavin, et c'est pas très loin de Rodez, pas très loin de l'auberge de Rodez. Et Van Matt, c'est l'histoire d'un type qui pète les plombs à la mort de sa femme et qui va décider d'assassiner toute la famille d'un ancien amant de sa femme. Et c'est ce qu'il fait. Il tue une mère de famille de 36 ans, leur fille de 12 ans, et il l'enlève et il va assassiner leur bébé qui est à peine âgé d'1 an, dont il fera brûler le corps plus tard sur un bûcher. Et après ça, il rentre chez lui aux États-Unis, parce qu'il était parti, Van Matt, vivre après sa retraite avec sa femme aux États-Unis. Il s'enferme dans son appartement de Miami Beach. Il colle des photos de sa femme partout sur les murs et il se tire une balle dans la bouche. Voilà qui était Jean-Marie Van Matt. Est-ce qu'il est possible que Van Matt ait été l'auteur des crimes qui sont imputés à Stranieri? C'est ce que Stranieri va essayer de faire croire à tout le monde, parce que Stranieri, dès que les familles des victimes lui demandent des nouvelles ou dès que la justice lui demande des comptes, il a toujours un petit mensonge dans sa poche. Donc il va essayer de faire croire que Van Matt est le fameux Monsieur X dont il avait parlé au mois d'août 99, quand il avait été entendu par le juge de Rodez. Et il va essayer de faire croire que cet homme-là, Monsieur X, est Jean-Marie Van Matt, parce qu'il va apprendre l'existence du triple meurtre de Rodez en lisant les journaux au mois de février 2000. Mais personne ne va croire cette histoire. Personne ne va croire cette histoire. Il va pourtant dire au juge, c'est lui, Monsieur X, c'est Van Matt. Alors le juge lui répond, mais attendez, ça tient pas debout. Monsieur Van Matt, au mois d'août 99, il était aux États-Unis chez lui. Et puis maintenant, il est mort. Alors on va avoir du mal à lui demander des explications. Et Stranieri, culotté comme pas possible, il va se permettre d'écrire cette lettre au juge d'instruction où il dit « Je vous demande de me fournir la preuve du fait que monsieur Jean-Marie Van Matt est bien décédé. » C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de son mensonge auquel personne ne croit. Le verdict de la cour d'assises de l'Essonne vient de tomber. Alfredo Stranieri a été condamné ce soir à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a donc été reconnu coupable de l'assassinat de 4 personnes, un couple dans l'Essonne et un autre dans l'Aveyron. Lorsque le verdict est tombé, c'est quelqu'un qui est resté là aussi étonnamment calme. Quand on est innocent, on crie son innocence. Lui, il a accepté très bien la décision. Il n'a pas rien lâché, aucune émotion particulière. Unique réaction de Stranieri, il fait immédiatement appel. Alors 1 an après, en mars 2004, c'est reparti. De nouveau les assises, à Créteil cette fois. Les familles sont à bout, mais Stranieri s'entête dans son silence. Au second procès, ce sont les mêmes outrances qu'au premier, les mêmes insolences. Pendant le procès, Simon Cohen, vous avez tenté quelque chose. Expliquez-nous. Je lui ai fait une lettre ouverte que Mme la Présidente m'avait permis de lire, qui était dirigée bien sûr vers lui, où je lui demandais de dire la vérité, d'avouer ses abominables crimes. Vous vouliez qu'il avoue? Voilà, c'est ça. Je lui disais, écoutez, moi je vous pardonne. C'est dur à dire, mais je vous pardonne. Moi je suis en vie, je suis devant vous aujourd'hui. Mais tous les gens qui sont là dans ce box, qui vous regardent, c'était donc les parents, les frères, les sœurs. Tous ces gens étaient sous tension que Stranieri n'avouait pas. Et donc j'ai essayé de lui dire avec des mots simples, avec mes mots. J'en ai parlé à mon avocat, mais il a juste lu ma lettre, il ne m'a pas retouché une syllabe. Et vraiment, la seule chose qu'il a eu à répondre, c'est je m'excuse auprès de M. Cohen de lui avoir fait du mal, mais je sais que c'est une arme de son avocat, donc je ne répondrai pas à sa lettre. Donc il n'a pas répondu? Il n'a pas répondu. Et il n'a pas avoué? Et il n'a pas avoué. Stranieri ne bouge pas d'un pouce. Au contraire. Dans un ultime baroud d'honneur, il lance une dernière provocation. Il accuse publiquement Claude Girard d'avoir tué sa fille, Nathalie, et son compagnon. Lorsqu'il va dire que celui qui a tué à Viry-Châtillon est celui qui a indiqué aux gendarmes où étaient les corps, l'audience va devenir un peu plus difficile pour la défense, parce que, en plus de ce que le propos peut avoir d'invraisemblable, il est choquant. En partant, il m'a dit « Tu fais le fanfaron, mais quand tu seras à ma place dans le box des accusés, tu riras moins. » Et je lui ai dit « Stranieri,
je sais que tu crèveras en tôle. Et il s'est retourné dans le couloir et il m'a fait un doigt d'honneur. Le 19 mars, le verdict du premier procès est confirmé. La peine maximale, perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Soulagement pour les familles, après 5 années de calvaire. Et pourtant, ça n'est pas tout à fait fini. Jusqu'au bout, Stranieri refuse de reconnaître qu'il est coupable. Il se pourvoit donc en cassation, il réclame un nouveau procès. Son pourvoi est rejeté au tout début de l'année 2005. Il est donc désormais en prison à vie, ce qui en droit français veut dire au minimum pour 22 ans. En 2021, il pourra donc déposer une demande de libération conditionnelle sans être certain qu'on la lui accorde. Jamais. Mm-hmm.